Only see, Your Highness, but hear. Une œuvre oubliée pour le grand public, mais le fantasme ultime pour les fans de Michael Jackson. And we've reached the homing beacon, sir. Ce film de 17 minutes est à lui seul le trépied gagnant de 3 grandes légendes de la pop culture. Un scénario de George Lucas, une réalisation de Francis Ford Coppola et Michael Jackson en héros d'un space opéra s'occupant également de la musique, et tout ça diffusé dans le parc Disneyland sous bien évidemment l'écurie Disney. The command considers us a bunch of losers. Mais alors, pourquoi une œuvre réunissant autant de noms importants a pu disparaître des écrans radars au point de n'avoir jamais eu de sortie sur support physique ? Ayant seulement aujourd'hui pour cible un public de niche qui cherche éperdument à trouver le film en bonne qualité. Pour être visionné dans les meilleures conditions. Cependant, cette œuvre oubliée pourrait rejoindre officiellement le canon Star Wars. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du film Captain EO. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la genèse du projet Disney, sur la conception du film et sa chanson-titre. Et évidemment, je vous expliquerai pourquoi la sortie de ce projet dans les parcs a suscité bon nombre d'interrogations, laissant un flou juridique empêchant aujourd'hui une sortie physique officielle. And that is my gift to you. Mais pour commencer correctement cette vidéo, je vous propose de nous replonger dans la genèse de cette nouvelle ambition qu'avait Disney. Nous sommes le 1er octobre 1982 et le parc Disney World d'Orlando inaugure sa toute nouvelle attraction, The Magic Day. Cette attraction est le fruit d'une rigoureuse collaboration entre Disney et Kodak qui s'attelle à offrir une nouvelle technologie pour la vision des films, la 3 dimensions. Le concept est simple, donner une impression que les images diffusées sortent de l'écran. Pour ce faire, le film est tourné à l'aide de 2 caméras 70 mm avec 2 angles légèrement différents. Les 2 images sont ensuite superposées et des lunettes spéciales vont venir donner cet effet de relief. Une technologie précurseur à l'époque, sobrement nommée Kodak Disney 3D, qui va inspirer la technologie 3D telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'attraction va être un franc succès et le nouveau dirigeant Disney, Michael Eisner, fraîchement nommé en 1984, veut pouvoir développer cette technologie pour une nouvelle attraction. Eisner avait été à la direction de la Paramount Studios et de ce fait, il a non seulement une fibre artistique et une approche cinématographique, mais en plus, il peut profiter des plus grands noms du métier avec lesquels il avait déjà collaboré. C'est alors qu'Eisner est en visite dans le parc de Anaheim en Californie en compagnie de Frank Wells, un ancien des studios Warner. Il pose une réflexion sur ce que les tendances et ce que le public a envie de voir. Et en 1984, dans le show business, un seul nom revenait systématiquement aux bouches de tout le monde, Michael Jackson. Le monde étant toujours choqué par l'impact qu'a eu Thriller sur la culture populaire. Frank Wells a alors une vision. Si on associait Michael Jackson à une nouvelle attraction pour les parcs Disney. You infect my world with your presence. Il va parler du projet aux créatifs de la maison Disney, plus connu aujourd'hui sous le nom des Imagineering, pour travailler sur un projet de film 3D intégrant Michael Jackson en héros d'aventure. Et de son côté, Michael Jackson n'a jamais vraiment caché son admiration pour Walt Disney. Que ce soit vis-à-vis de son œuvre, mais surtout vis-à-vis de la success story de l'homme, ayant lu bon nombre de livres sur son histoire, s'interrogeant toujours sur ce qu'il aurait aimé et pouvant rester fidèle à la philosophie de Walt au travers de ses propres œuvres. D'ailleurs, souvenez-vous, en 1980, Michael Jackson avait déjà participé au 25e anniversaire du parc Disney World d'Orlando. Il avait proposé une prestation de When You Wish Upon a Star. No request is too extreme when you wish upon a star. Et avait repris son tube Ease on Down the Road tiré du film The Wiz. Michael va alors rencontrer les dirigeants de Disney et vont passer une longue après-midi à parler du projet. Il n'en faudra pas plus à Michael pour accepter, mais indique cependant vouloir travailler avec les meilleurs réalisateurs et pense en premier lieu à Steven Spielberg. Michael ayant déjà travaillé avec Spielberg pour le storybook de E.T., mais malheureusement Steven Spielberg sera déjà pris sur le tournage de son film La couleur pourpre.
Mais en attendant de trouver son réalisateur, un des Imagineering, Rick Rothschild, travaille sur 3 concepts différents de la nouvelle attraction. Un premier concept où Michael interpréterait son propre rôle, se baladant dans le parc et étant aspiré par l'attraction Pirates des Caraïbes, vivant plusieurs aventures avant de revenir sain et sauf dans le parc avec les spectateurs. That's right. We'll be perfect, sir. Une idée qui va rapidement être mise de côté pour laisser place à une deuxième suggestion. On imagine une histoire où Michael part en mission sur une planète sauver ses habitants d'une impératrice maléfique, évoluant dans un univers à la heroic fantasy avec un concept plus centré sur un monde féerique tel que Neverland dans Peter Pan avec des créatures fantastiques. L'idée semble intéressante et va être en partie retenue, mais c'est l'environnement qui va totalement changer au vu du choix du deuxième réalisateur, George Lucas, le créateur de Star Wars. De la même manière que Michael Jackson révolutionne la musique, George Lucas est à ce moment-là également un des pionniers du cinéma moderne, ayant intronisé le space opera grâce au succès de Star Wars, une des plus grandes licences qui existent aujourd'hui. Non, je suis ton père. George Lucas adore le concept et est séduit à l'idée de mettre en scène Michael Jackson dans un space opéra. Cependant, George Lucas est pris par la conception de son entreprise ILM, une des plus grosses entreprises d'effets spéciaux à Hollywood. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Et de plus, il est également pris par la conception d'une nouvelle attraction Disney, Star Tour. Zut, c'est pas par là. Les freins. Les freins. Où sont les freins? George Lucas propose alors de produire le film et va faire venir Michael Jackson au Skywalker Ranch pour y développer des concepts pour le film. Et de son côté, Eisner va proposer la réalisation à Francis Ford Coppola, célèbre pour avoir réalisé le film Le Parrain. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Une candidature validée par les dirigeants Disney et par George Lucas qui avait déjà rencontré le réalisateur sur le tournage du film La Vallée du Bonheur avec Fred Astaire. Au niveau du casting, l'acteur Tony Cox est engagé pour interpréter Hooder. Et pour interpréter l'impératrice, c'est l'actrice Angelica Houston, célèbre pour son rôle de Morticia dans La Famille Addams, qui va devenir l'antagoniste du film. Et pour le design de l'impératrice, la production va faire appel au sculpteur Hans Rudi Giger, artiste atypique ayant déjà marqué le cinéma, étant le designer des xénomorphes d'Alien, dont l'inspiration semble évidente pour le suprême leader de Captain EO. Think me beautiful. Tout est fin prêt pour tourner ce film intitulé au préalable The Galactic Man. Mais qui dit film avec Michael Jackson en acteur principal, dit forcément musique. Michael part donc en studio pour enregistrer les morceaux qui vont habiller le film et doivent coïncider avec la bande-son du film qui va être créée par James Horner. Le film va donc nous proposer 2 chansons de Michael Jackson. Another Part of Me, qu'on a déjà évoqué dans la vidéo sur l'album Bad. Et le titre principal, intitulé We Are Here to Change the World. Pour écrire et composer le titre, Michael va faire appel à son ami John Barnes, avec lequel il avait déjà collaboré sur l'album Victory des Jackson. Et pour l'élaboration du titre, les 2 artistes devaient absolument garder en tête l'idée que les chansons seraient diffusées dans une salle spécialement conçue par Disney. Ils se retrouvent dans le Colorado au Caribou Ranch, pouvant ainsi se reposer quelques jours et profiter du studio présent sur place pour travailler sur le titre. Et pour cette chanson, Michael Jackson veut pouvoir associer des paroles chaleureuses et pacifiques face à une instrumentale combative et sauvage. Rappelant les enjeux de la mission du film tout en prônant le message utopique de Disney avec un dynamisme qui donne envie de danser. Michael est prêt à enregistrer le titre et il se rend au studio Westlake pour rejoindre l'ingénieur du son Matt Forger et John Barnes. John Barnes reprend la programmation qu'il avait utilisée pour le titre des Jackson Body et Forger se hâte de donner un mixage brut et donner une piste immersive qui permet de se fondre avec la bande-son de James Horner.
Les chansons sont enfin prêtes pour le film et Michael Jackson veut pouvoir commercialiser les titres en parallèle de sa sortie. Cependant, Epic ne va pas voir ça d'un très bon œil et on va avoir droit au premier couac juridique. Michael, toujours en contrat avec Epic Records, son PDG Walter Yetnikoff ne voit pas d'un bon œil le projet musical qui se prépare. Et ayant déjà eu une mauvaise expérience lors de la sortie du E.T. Storybook, où des manquements avaient été notés de la part de MCA pour ne pas commercialiser en support physique le titre Someone in the Dark. Yetnikoff prend les devants auprès de Disney et leur interdit formellement de sortir un des deux titres sur support physique. Et si le titre Another Part of Me va sortir en 87 sur l'album Bad, il faudra attendre près de 18 ans pour voir We Are Here to Change the World arriver en support physique avec le coffret The Ultimate Collection. My loyal companions and I accept these punishments. We do? Of course we do. Nous sommes en avril 85 et le film change de nom pour s'appeler Space Knight. Oui, ça va pas convaincre non plus. C'est lors d'une réunion dans les locaux de George Lucas entre Michael Jackson, Francis Ford Coppola, le producteur exécutif Rusty Lemorand et le représentant Disney William Ellenshaw qu'ils discutent de la production et George Lucas va trouver le nom définitif du film, Captain EO. Inspiré de la déesse grecque de l'aurore, Eos symbolisant la lumière de l'éveil que les mercenaires doivent livrer à l'impératrice maléfique. La production est lancée et un budget de 17 millions de dollars est débloqué. Michael Jackson fait appel au chorégraphe Jeffrey Hornaday, réputé pour avoir écrit les chorégraphies du film Flashdance. Il avait également déjà collaboré avec Michael Jackson sur le clip de Say Say Say. Mais le tournage du film va s'avérer long et difficile, déjà par son aspect technique et la manipulation des caméras 70 mm extrêmement lourde. Et Michael Jackson va se sentir assez gêné de l'absence quasi totale de George Lucas pendant le tournage. Vide ton esprit de ces questions. Michael va également se blesser à 2 reprises sur le tournage. Une première fois le 30 juillet 85 à la main droite en faisant une chute, il va être admis au Broadman Hospital et va en profiter pour rendre visite aux patients de l'hôpital. Et une deuxième fois pendant une séquence où il va se prendre un coup de fouet en plein visage. La post-production va également rencontrer des soucis budgétaires, les effets spéciaux étant multipliés par 3, faisant grimper le budget global à 25 millions de dollars. Et au-delà du tournage, la conception de la salle qui devait diffuser le film va également rencontrer quelques problèmes. La salle devait s'accorder au jeu de lumière et au mouvement du film pour l'immersion du spectateur, mais surtout offrir une qualité de son impeccable pour la musique, le film étant conçu en 5.1, faisant de lui le premier à proposer cette technologie. Et le tournage du film va durer près de 10 mois, un délai extrêmement long pour ce genre de métrage, sachant que Michael Jackson et Francis Ford Coppola n'étaient pas forcément convaincus par les scènes, le film devant repartir plusieurs fois en reshoot. Le tournage est terminé, et voilà ce que raconte le film. Captain EO est un jeune capitaine à la tête d'une équipe de mercenaires. Il est considéré lui et son équipage comme les pires de la galaxie. Le commandeur leur confie pour mission de livrer un cadeau à une impératrice diabolique gisant dans un monde sombre et lugubre. L'équipe part en direction de ce monde et est attaquée par des vaisseaux. Captain EO arrive à semer les troupes et va s'écraser sur la planète où ils doivent livrer le cadeau. Fait prisonnier, l'impératrice les condamne à 100 ans de torture lorsque EO lui dit avoir un cadeau pour elle qu'il doit lui faire écouter. Les robots de l'équipage se transforment en instruments de musique et l'équipe lance la mélodie donnant ses pouvoirs à Captain EO. Celui-ci transforme certains soldats pour lui donner de la force en dansant, pour arriver à ses fins et livrer le cadeau à l'impératrice, la libérant de ses entraves, révélant une magnifique reine sous un nouveau jour, interprétée par l'actrice Angelica Houston. La mission est une réussite et l'équipe de Captain EO repart dans l'espace avec le sentiment du devoir accompli. Ça y est, l'attraction est enfin prête et c'est le 12 septembre 1986 que l'inauguration va être faite. Le parc va d'ailleurs rester ouvert près de 60 heures pour l'inauguration. Que durant 60 heures. Une émission spéciale intitulée Captain EO Grand Opening va être également diffusée sur NBC le 20 septembre 86, illustrant l'intégralité de l'événement. À noter d'ailleurs que Angelica Houston et Francis Ford Coppola se rendront à l'événement. We cut this ribbon signifying the opening of the 3D musical motion picture space adventure Captain EO. Mais malheureusement, le grand absent de la journée, c'est Michael Jackson. Mais à l'époque, on a voulu faire croire que Michael Jackson était présent déguisé et s'était fondu dans la foule. Cependant, il était en réalité en studio pour travailler sur l'album Bad. Et en 1988, Whoopi Goldberg va animer une émission, The Making of Captain EO, reprenant les coulisses de l'attraction.
Captain EO va être diffusé dans les parcs jusqu'en 1998 pour laisser place à la nouvelle attraction Chérie, j'ai rétréci le public. Et la salle de diffusion va également être entièrement refaite pour accueillir la nouvelle attraction. Puis c'est après la tragique disparition de Michael Jackson que les parcs Disney réintégreront Captain EO en 2010 pour lui rendre hommage. Mais l'attraction avait perdu de sa saveur, la salle n'étant plus coordonnée avec le film, étant finalement devenue une simple diffusion 3D comme n'importe quel cinéma. Mais faute de visiteurs, l'attraction va malheureusement fermer ses portes définitivement en 2015 et le film n'a à ce jour jamais eu d'édition en support physique, s'expliquant par un gros méli-mélo juridique. Listen, put it back and let's go. En effet, les contrats établis à l'époque pour les regards sur l'œuvre ont été répartis entre Coppola, George Lucas, Disney, Michael Jackson et tous les danseurs et acteurs du film. Tu n'as plus qu'à signer ici, ici et là. De plus, Disney ne s'est jamais résulté à proposer aucune de ses attractions en support physique, favorisant la venue des visiteurs dans le parc et faisant de ses œuvres des expériences uniques. Let's go! À noter tout de même qu'en 1996, MTV va diffuser le film pour la seule et unique fois en dehors des parcs Disney. Mais aujourd'hui, à part sur YouTube, il n'existe aucune possibilité de regarder le film en bonne qualité. Mais peut-être que ça va bientôt changer. Je vous explique après. Ok. Ce film va avoir deux bénéfices importants. D'abord pour Disney, qui dans les années 80 cherchait à se diversifier par rapport au style habituel féerique que Walt Disney avait conservé pendant toutes ces années. Et même près de 20 ans après sa disparition en 1966. L'arrivée de Star Wars avait changé la donne, rendant le public plus exigeant et réclamant un renouveau dans les thématiques, s'orientant vers les mystères de conquête spatiale. Et que ce soit au travers de son attraction Star Tour dérivée dans la licence Star Wars ou avec le film Captain EO, Disney avait réussi son pari. Et pour Michael Jackson, le mieux c'est que je le laisse vous le dire lui-même. Il avait déclaré « En travaillant sur Captain EO, mes sentiments positifs à l'égard du cinéma se sont encore renforcés. Et j'ai compris que c'est la direction que j'aimerais prendre à l'avenir. J'aime le cinéma, et ce depuis que je suis petit. Pendant 2 heures, on peut s'évader, c'est ce que j'aime avec les films. Je m'assois et je me dis « Ok, plus rien d'autre n'existe, à présent j'ai envie qu'on m'emporte dans un monde merveilleux où les soucis, les chagrins et les horaires de travail n'existent plus. » On sait cependant que Michael Jackson va peiner à s'illustrer dans le 7e art et ce sera sûrement un des plus gros actes manqués de sa carrière. No, sir, everything's under control, sir! Je vous disais tout à l'heure que les possibilités de diffusion pour Captain EO pouvaient trouver une évolution, tout du moins au moment où je tourne cette vidéo, mais également la possibilité que Captain EO soit totalement canonisé à l'univers Star Wars. Je m'explique. Non! Ce n'est pas vrai! C'est impossible! En août 2024 est sortie la bande-annonce de la prochaine série Star Wars, Skeleton Crew. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, la série n'est pas encore sortie, ce qui ne me permet pas de vous apporter des réponses, mais plutôt des questions. En effet, on a pu apercevoir une créature ressemblant à un vaste cousin de Hooler, mais à la limite, ça peut rester une grosse interprétation de ma part, étant donné qu'une créature plus similaire existe déjà dans l'univers Star Wars. Mais là où cette théorie prend son sens, c'est que dans la bande-annonce, on aperçoit Fuzzball, ou tout du moins une créature de la même espèce. Et cette apparition est-elle l'aveu d'une véritable canonisation, un simple clin d'œil ou une énorme coïncidence? Mais ça, seule la série nous donnera une réponse et on en parlera le moment venu. Et certaines rumeurs affirment également que des négociations ont été entamées pour que Captain EO puisse être proposé sur la plateforme de streaming Disney+, ce qui permettrait enfin aux fans d'avoir un endroit officiel pour visionner ce chef-d'œuvre. Mais entre nous, moi qui suis un grand défenseur du support physique, je dois dire que même si c'est déjà ça, ce n'est pas suffisant pour sublimer cette œuvre. Et vous en pensez quoi ? Pour conclure, je dirais que Captain EO, c'est une œuvre de son temps, avec des idoles de son temps et des effets spéciaux de son temps. Mais elle n'en reste pas moins une œuvre efficace, une attraction culte qui m'a fait rêver étant enfant et a fait évoluer la pop culture d'un point de vue technique. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est que cette œuvre ne mérite pas de dormir dans un coffre et d'être oubliée de ses spectateurs. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Captain EO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première
En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci encore pour tout votre soutien. Ciao les amis.